Bonjour, voilà, c'est la reprise des directs dimanche 19h01. Alors, pour l'instant, il n'y a personne. Bon. Ah, une personne, bon, on peut. Je croyais qu'on n'allait pas faire de live ce soir s'il n'y avait personne. 3 personnes, Philippe Madard, salut, comment vas-tu? Où tu es toi? Tu es pas à Paris, non? 6 personnes, Aurélie Dan, Alain, salut, bonsoir. Ça monte, 10 personnes. 19h02, c'est la reprise des opérations. On recommence les vidéos, on pensait avoir arrêté pour l'été. Mais la situation nous a demandé une reprise. 26 personnes. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de l'Angleterre, d'Israël, de la Tunisie, de notre État en France, du variant Delta, de la vaccination obligatoire. Arlette Betito, bonsoir. À Marseille. Comment ça va Marseille? Sylvia Tia, bonsoir. Delphine Vella de La Marsa. La Marsa, c'est chaud, on va en parler. Enfin, il n'y a rien à dire tellement que c'est chaud. Très très chaud. La Tunisie, malheureusement. André Bocara, salut. Comment vas-tu? Hugo Sidbon, salut. Tu vas bien? Comment va ta sœur, ta mère? Amel Mehdi, vous êtes où? Tunis. Voilà, Pierre Zeytoun Delat. Comment vas-tu, Pierrot? Comment vas-tu? Ça va bien? Amamet nous regarde. Salut Amamet. Faites attention à vous. Je crois que les villes d'Amamet sont fermées pour aller à Sousse, pour aller à Tunis. Le Québec. Salut le Québec. Nathalie, salut. Je pensais que Nathalie c'est de la place rouge, mais non, c'est Nathalie du Québec. Salut le Québec. Je ne peux pas parler de Québec ce soir. On va parler de la Tunisie, de la France, du Maroc. Pas du Maroc, mais la prochaine fois on fera le Maroc. Tiens, mais le Maroc ça va pas mal. Ils ont un roi qui est un top, le roi. Le roi du Maroc, il est au top. Il a dit, hein, si je me vaccine, je protège, je me protège, je protège ma famille, je protège mon pays. C'est lui qui a sorti cette phrase, elle vaut de l'or. Voilà, donc bravo le roi du Maroc. On en parle rarement du Maroc parce que il gère le roi. Il gère très très bien. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il défend son peuple. François Selbaz de Perpignan. Salut Perpignan, c'est les vacances ou alors vous habitez là? Samia Darman de Telmanza. Salut, faites attention à vous. À Tunis, on va en parler tout à l'heure de Tunis. Malheureusement, vous qui êtes sur place, vous savez que c'est pas très brillant. C'est pas du tout brillant. En France, il y a une forte mobilisation pour aider la Tunisie. Je vais vous en parler, mais c'est difficile. Salut de Saint-Martin, Michel Osé, comment vas-tu? Saint-Martin, salut, Corinne de Sabot, où tu vas aller cet été, Corinne? Tu ne vas pas aller à Tunis, pour l'instant tu ne peux pas y aller. Marina d'Israël, Israël, je devais y aller, je ne pourrais pas y aller, j'ai annulé mes vacances en Israël. Tout est compliqué cette année, on est au carrefour de la complication. Ça commence, cette histoire de Covid commence à être un peu... Salut Nice, dans le sud vous allez être gâtés, il y aura du monde. Même moi j'y serai, puisque finalement j'ai décidé d'aller dans le sud. Je vais même pas prendre l'avion, j'irai en train comme l'année dernière. La situation est en train de se corser en France. Faites attention à vous, vous voyez bien les destinations où vous allez aller. Rien n'est évident. Et moi-même, je ne sais pas. Bonsoir Sophie Pouche, comment ça va? Vous m'aviez laissé un message, je l'avais effacé. Remettez-le moi. J'ai pas eu le temps de répondre. Salut Peggy. Peggy Torgeman, comment vas-tu? Tu vas bien? Comment vont tes parents? Cet été, pas de croisière. Je sais pas ce que vous allez faire. Cadeau pro. Cadeau pro, si tu as partagé dans le groupe, tu me le signales. Salut Cadeau, n'oubliez pas la cagnotte de Cadeau, elle dort toujours. La cagnotte, il faudrait la réveiller un peu. Oh les amis, pensez un peu à Cadeau, vous la sollicitez beaucoup. Vous pouvez un peu l'aider. Salut le Maroc, Ala Azran. Salut le Maroc. J'espère que tout va bien, je sais que vous êtes vaccinés.
Ça commence à être long et fatigant, me tire Père Zaytoun. Oui, moi aussi, je pensais qu'on allait arrêter les lives. Oui, c'est long et fatigant. C'est très, très fatigant et c'est très long. C'est vraiment, ça prend la tête, toute cette histoire. C'est vraiment une prise de tête, hein, parce que, comme je vous ai dit, hein, les mensonges, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain, et ben là, on sait plus quoi dire. On n'a même plus envie de parler, parce que dès qu'on dit quelque chose, le lendemain, boum, c'est l'inverse qui se passe. Salut Tunis, salut Imed de Tunis. Ben oui, c'est pas facile. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Nice, Nicole Medina, salut, salut. Sonia Alali, bonsoir. Pourquoi Pfizer ne modifie pas son vaccin? On va en parler, il va le modifier, c'est sûr et certain. C'est fait, cadeau pro partagé sur le groupe. Salut le groupe, salut tout le monde. Pensez à cadeau pour la cagnotte, si on peut la relancer un peu, la faire bouger, ça fait une semaine qu'elle n'a pas bougé. Allez-y, participez, ça fait du bien à tout le monde. Afaf Kemiri, bonsoir. Alors, vous n'allez pas aller à Tunis cet été pour l'instant, je sais pas. Je sais pas trop si vous pouvez y aller. En tout cas, pour l'instant, on a annulé. Tunisie, Israël, l'Espagne peut-être, on verra demain. Ils veulent pas passer à la pique à Tunisie. Haroun Sayed, il me nous dit que les Tunisiens ne veulent pas se vacciner. Effectivement, il n'y a que 600 000 vaccinés, je vais vous le dire tout à l'heure. C'est très très faible la Tunis. D'abord, ils n'ont pas beaucoup de vaccins, je sais, puisqu'ils les en cherchent partout. On m'a contacté beaucoup de fois pour avoir des vaccins pour la Tunisie. Malheureusement, je ne pourrais pas faire grand-chose. Je n'ai pas les relais pour ça. Alors, que dit Peggy? On s'en fout, on va avec lui et Madame Colombo à Tunis, dans le sud. Bah oui, je pense qu'on va se retrouver dans le sud cette année encore. Salut Michel Bensadoun, à Bucarest. Voilà, il travaille en ce moment, Michel, il nous écoute. Salut Michel. Bon, bah je vois qu'on est assez... Lucille Dana, ma cousine. Salut Lucille, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Deauville, c'était... Peu de choses sont possibles. Rib Miled, comment vas-tu de Tunis? Je vois qu'il y a beaucoup de Tunisiens, je sais qu'ils sont inquiets les Tunisiens, mais vous savez, il faut faire le gros dos, faire très très attention. Il faut prendre des précautions. J'ai malheureusement des amis qui ont été touchés par le Covid, mais Dieu merci, ils en sont sortis parce qu'ils étaient jeunes. On va en reparler de la Tunisie. Alors on va commencer là, puisque ça y est, on a dit bonjour un peu à tout le monde. En Espagne cet été, bah, vous verrez demain, demain on saura, puisque le président va prendre la parole demain. Mais bon, moi j'ai déconseillé à ma sœur de partir en Espagne, parce que je pense que l'avion, les PCR, tout ça, surtout que les départs se feront début août. Je sais pas, je ne peux pas vous répondre, mais je pense qu'on aura une réponse demain. On peut ou pas, je sais pas. Vous verrez bien dans les jours qui viennent, mais je pense quand même que c'est un peu compromis. Voilà. Il faut une raison impérieuse, semble-t-il, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a, à mon avis? Je voudrais faire une remarque, d'abord une petite observation avant de commencer. C'est la Coupe d'Europe de football. Je ne sais pas si vous avez vu cette Coupe d'Europe de football. Est-ce que vous avez vu le stade de Wembley la semaine dernière pour la demi-finale Allemagne-Angleterre contre... Danemark. Il y avait 60 000 Anglais dans un stade, les uns collés aux autres, et à chaque but de l'Angleterre, il y en a eu deux, tout le monde qui s'embrasse, qui s'enlace. C'était de la folie. Mais comment voulez-vous qu'un variant Delta, dans cette ambiance-là, ne se propage pas? Comment on a pu conserver ces matchs de foot avec autant de spectateurs? Impossible de prendre une mesure de barrière dans un stade. Les gens sont tassés les uns sur les autres. Ils s'embrassent, ils hurlent les uns sur les autres. Tout le monde a un vrai cluster. Alors vous voyez qu'en France, les gens revenus de je sais pas quelle région où ils étaient voir l'équipe de France en Coupe d'Europe, ils sont revenus dans les Landes avec des clusters. Vous voyez que c'est la même chose. Quels sont les pays qui sont... On aurait dit que tous les pays qui ont fait la Coupe d'Europe, ils sont tous en explosion. Vous voyez, le Portugal, c'est l'explosion. Il avait fait la Coupe d'Europe. L'Espagne, la France, l'Angleterre... Tous les pays, enfin c'est de la folie d'avoir maintenu cette Coupe d'Europe, il fallait la faire à huis clos. Regardez les Jeux Olympiques, les Japonais, ils sont intransigeants, pas de spectateurs. Mais je pense qu'il fallait faire la même chose avec les Jeux Olympiques. Moi j'ai vu la photo d'un copain sur Facebook, dans l'avion, avec Alain Italie et tout ça. Mais c'est de la folie, qu'est-ce Alain Italie? Il va à Wembley, le mec il va à Wembley dans le centre du Delta. Bon, il est vacciné, j'espère pour lui, il est avec sa femme, la photo dans l'avion. Mais on est chez les fous. Quelle valeur tu vas venir au pays avec de l'argent
pour aller voir un match de foot où règne le Delta. Il va y avoir un cluster énorme ce soir à Wembley. Vous allez voir, ceux qui m'écoutent. Ouvrez la télé ce soir à 9h. 65 000 spectateurs, me dit Lambert Marek. Mais, et l'autre, il montre sa photo en train d'aller en truc. J'ai rien voulu lui dire, je voulais pas l'angoisser. Mais c'est irréaliste. Comment les gens vont se jeter dans la gueule du loup? Vous savez que le variant Delta, il a été parti en Inde, il est arrivé en Angleterre. En Angleterre, ça a été une explosion. Vous allez 65 000 personnes, les gens ils vont de France pour aller dans le lieu du cluster. Et pour se retrouver 65 000 personnes dans le train. Regarde Justine Bénard au nord de Jérusalem. Salut Jérusalem. C'est comme si que nous on va aller de... Enfin, voilà. Je ne comprends plus rien aux gens. Les gens font ce qu'ils veulent de toute façon. Moi, je suis là pour observer et commenter et donner mon avis et des choses qui sont réelles. Mais allez, vraiment, quitter Paris ou quitter une autre ville de France pour aller se jeter dans la gueule du loup à Wembley, là où il y a le variant Delta, vraiment que Dieu les protège. Vraiment que Dieu les protège, qu'ils reviennent tous en bonne santé, avec de bonnes nouvelles, parce que ça, c'est une histoire incroyable. Vraiment. Et je ne sais pas si vous avez vu, en Italie aussi, ça augmente. Enfin, tous les pays qui ont fait la Coupe du Monde, où il y a eu un nombre fou, où il n'y a pas eu de restriction de personnes. Je crois qu'il y a dans les pays de l'Est, ils ont limité le nombre de spectateurs. Mais sinon, c'est de la... Enfin bon, bref. Donc, pour moi, quand même, cette Coupe d'Europe aurait dû se faire à huis clos. Ça a été une histoire qui n'a, à mon avis, qui a été quand même un petit facteur qui a fait exploser tout ce variant anglais, qui a fait que les gens ont voyagé à droite, à gauche, et continuent à aller et se réunissent dans un endroit, même si c'est aéré, on est les uns sur les autres. Vous savez que quand vous criez, si vous êtes positif, le virus va plus loin. Tout le monde crie, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'enlace. Donc pour moi, en ce moment, en ce cas, essayez d'éviter tout ce qui est réunion de sportifs avec quand il n'y a pas de jauge. Donc voilà, pour moi, c'est la même chose pour les discothèques et c'est la même chose pour autre chose. Même si vous avez un test PCR avant, vous savez, quand vous êtes vacciné, vous pouvez avoir un PCR faiblement positif ou un antigénique faiblement positif et vous êtes quand même positif. Et ça peut passer à l'as. Alors, que dire des Israéliens qui continuent à voyager? Mais c'est la même chose, les Israéliens continuent à voyager. Qui a ramené le Delta en Israël? C'est ce voyageur qui était à Chypre. Ils ont été à Chypre, ils ont ramené le Delta. Celui-là a contaminé 8, qui a contaminé 12, qui a contaminé 22, et c'est reparti. Mais qui a contaminé la Tunisie? Vous croyez que c'est les Tunisiens? Sur place? Non, c'est pas les Tunisiens, c'est les étrangers. Ou les Tunisiens qui vivent à l'étranger. Ce n'est pas le virus qui se déplace, je vous l'ai dit 1000 fois, c'est les gens qui déplacent le virus. C'est le virus, il est sur vous. Si vous vous déplacez le virus. Le virus, il ne circule pas dans l'air. Il ne va pas de Paris à Tunis en avion. Il va de Paris à Tunis transporté par quelqu'un. Vous êtes le transporteur du virus. Donc les virus viennent de l'étranger. Donc quand les gens voyagent, les Israéliens qui voyagent partout, à toute Barzang, eh ben, ils ramènent le virus. C'est comme ça que le virus est revenu en Israël. C'est comme ça que le virus s'est développé en Tunisie. C'est comme ça que le virus est reparti en France. Si vous croyez que vous laissez la frontière avec la Russie ouverte ou que vous laissez la frontière avec l'Inde ouverte, vous croyez quoi qui va se passer? Ça va revenir. C'est tout. Tout revient comme d'habitude. Voilà, c'est vrai que c'est lassant, ça commence à être très long parce que ça fait maintenant 1 an et demi que ça dure. On est parti encore peut-être pour 1 an et demi. C'est pas très rassurant. Et ces histoires de mutation et tout ça, ça commence à... Comme diraient les autres, hein, ça commence à peser un peu. Alors on va parler un peu de l'Angleterre, puisqu'on va à Wembley. Alors l'Angleterre, voilà où on en est. Angleterre, voilà. Donc le nombre de cas en Angleterre en ce moment, au 10 juillet, il est de 26 000 par jour. Donc pourquoi on parle de l'Angleterre? Parce que l'Angleterre, c'est le premier pays qui a repris avec le variant Delta et c'est le premier pays qui a eu une grosse forme de reprise épidémique. Mais quand on voit l'Angleterre, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'au niveau mort, on est toujours à 23 morts. Et ça, c'est quand même très rassurant parce que eux, ils ont une reprise épidémique importante avec des dizaines de milliers de cas depuis maintenant presque un mois. Donc vous savez qu'il faut 3 semaines, un mois pour que les gens se retrouvent en réanimation et qui meurent et qui décèdent malheureusement. Donc là, vous voyez qu'il semble quand même qu'avec la vaccination, parce que vous savez que le pays, c'est pour ça que je cherche toujours le modèle de l'Angleterre, vous voyez quand même que grâce à un pays qui est pas mal vacciné, et encore pas au top, mais quand même pas mal, vous êtes à 23 décès seulement et non pas
normalement, on aurait dû être déjà à 100 ou 150 ou voire 200 décès au bout d'un mois. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. C'est pour ça que je voulais vous parler de l'Angleterre. Et en plus de l'Angleterre, qui a eu tous ces clusters, tous ces matchs de football, tous ces trucs, parce que vous savez ce que c'est la troisième mi-temps en Angleterre. Vous connaissez les pubs en Angleterre. C'est en avant. Je pense pas qu'ils mettent dans les pubs en Angleterre des masques et des FFP2. Hein. Ça, je suis sûr que non. Hein. Donc c'est quand même assez rassurant. Et donc c'est pour ça que je voulais que vous commenciez par l'Angleterre. Je voulais maintenant passer donc à un autre pays qui aussi qu'il faut toujours observer et qui est très intéressant, c'est Israël. Parce que pourquoi Israël? Toujours la même chose. D'abord parce qu'une large partie de la communauté de ce groupe est israélienne, donc il y a à peu près 2000 Israéliens sur le groupe. Et c'est intéressant de voir parce que c'est un pays qui a été en fait un phare pour la vaccination et tout le monde a regardé ce qui se passait. Et souvenez-vous, on pensait qu'ils étaient arrivés, qu'ils étaient Covid-free et qu'ils avaient réglé le problème. Rien du tout. Ils n'ont réglé le problème que tant qu'ils avaient fermé les frontières. Et je vous le disais toujours, souvenez-vous, je vous disais, vous savez, tout ça est très beau, tout ce qui se passe en Israël, mais ils ont pour l'instant fermé toutes les frontières. Qu'arrivera-t-il quand ils ouvrent les frontières? Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Comme toujours, on ouvre les frontières et l'épidémie reprend. Vous voyez, au 10 juillet, c'est 452 cas, ce qui est beaucoup pour un petit pays, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants en Israël. Donc vous voyez que le nombre de cas, c'est 450 par jour. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant, parce que c'est quand même une reprise épidémique qui est assez rapide, puisqu'elle reprend depuis pratiquement le 1er juillet. Là, on est le 10 juillet, et on est déjà à 450 cas par jour. Donc c'est vrai que les nouveaux politiques israéliens sont assez inquiets, ils savent pas trop comment réagir. Est-ce qu'il faut reprendre des mesures drastiques? Est-ce qu'il faut laisser courir, se compter que sur la vaccination? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent une troisième injection? On parle beaucoup de troisième injection. Est-ce qu'il faut qu'ils ferment les frontières? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent des quarantaines pour les personnes qui viennent de l'étranger? Enfin, il y a un grand questionnement là-bas parce que, si vous voulez, un problème qui croyait derrière eux, et voici qui se vient de nouveau devant eux, et il y a beaucoup aussi d'antivax là-bas, et il y a beaucoup de discussions. Moi, j'ai une copine qui m'envoie beaucoup de références sur ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont anti-vax, et il y a aussi une guerre entre les anti-vax et les pro-vax, et c'est pas très très simple là-bas, il y a beaucoup de choses. Bon, ce qu'il faut voir maintenant, c'est comme en Angleterre, est-ce qu'il y a des morts? Parce que c'est ça qui est intéressant. Même si c'est moins significatif que l'Angleterre, puisque c'est plus récent la reprise épidémique, elle a seulement 10 jours. Donc quand on a une reprise épidémique à 10 jours, on ne peut pas avoir encore les formes graves ou les formes... donc c'est bien Israël. Hein. On ne peut pas avoir les formes graves, puisque les formes graves arrivent au bout d'un mois. Donc en Israël, bon, pour l'instant, Dieu merci, il n'y a qu'un seul mort par jour. Donc ça va, ça tient la route. Peut-être que le vaccin est effectivement très efficace contre ce variant Delta. En tout cas, dans les deux pays où on a une vaccination importante, on voit quand même que le nombre de morts est assez réduit. Donc vous voyez que pour l'Angleterre, on a un nombre de morts vraiment très très réduit pour un nombre de 20 000 malades par jour, mais en proportion, Israël, 400 malades par jour, ça fait comme les 20 000 d'Israël au point de vue population. Et bon, Israël, il faut attendre un peu ce qui va se passer pour voir au niveau de l'évolution, mais c'est vrai qu'on est arrivé à un point critique en Israël parce que ça montre quand même qu'il y a beaucoup de malades qui sont vaccinés avec 2 injections de Pfizer, qui sont hospitalisés et qui font parfois des formes graves. Il y a même un patient de 85 ans vacciné 2 fois et qui est décédé. Et donc aujourd'hui, un journaliste israélien disait que c'est les personnes que l'on voit contaminées aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont eu surtout les premiers vaccinés, c'est-à-dire ceux qui ont été vaccinés à partir de novembre, décembre dernier. Et donc il y a un questionnement qui se fait aussi, est-ce que l'immunité du vaccin est réduite avec le temps? Est-ce que le temps de l'immunité vaccinale, c'est 6 mois et qu'après 6 mois, il faudrait refaire une vaccination? C'est pour ça que l'on se pose la question de la 3e injection. Et est-ce que c'est trop court et qu'il faut refaire une 3e injection? C'est ça le questionnement qu'ils ont là-bas, parce qu'il semblerait quand même que les malades qui sont doublement vaccinés et qui font un Covid, ils sont ceux qui ont été vaccinés dans le premier lot des vaccinés. Et donc, on se pose la question de la durabilité de l'effet du vaccin.
Moi, je peux vous dire par expérience personnelle, j'ai une tante qui a été positive, testée positive. Elle a été doublement vaccinée, et ben elle était positive à l'antigénique et négative au PCR, ce qui fait que, en fait, d'un jour sur l'autre, elle s'est négativée. Et parce que, en fait, je pense que comme elle était vaccinée, elle a fait une infection très très minime. Et donc, ça a été une forme complètement asymptomatique et que la dose, la quantité de virus dans le nez devait être infime. Et c'est pour ça que, en fait, l'antigénique a été positif, mais que 2 jours après, le PCR était négatif. Donc, possible que les vaccinés, donc, il est sûr maintenant que les vaccinés peuvent faire des formes, peuvent être contaminés, ça, ce n'est plus une surprise pour personne, mais néanmoins, il semblerait quand même que pour l'instant, ils fassent des formes pas trop graves, mais certains malheureusement sur le lot, puisque c'est la loi des nombres, des masses, sur la masse de patients qui risquent d'être contaminés, parce que vous savez que quand vous avez une vague qui arrive sur un pays, ça doit toucher en malade 5 à 10% du pays. Donc, si vous voulez, un pays comme la Tunisie, par exemple, qui a 12 millions d'habitants ou 15 millions, il va y avoir 1,2 million, 1,3 million de personnes touchées par le virus. Donc, sur la masse de gens, même si vous êtes vacciné, vous risquez de tomber sur le nombre de vaccinés qui vont l'avoir. Puisqu'ils peuvent l'avoir, eh ben, il y aura automatiquement, et en France, comme on est à 70 millions, il y a 7 millions de personnes, s'il y a une nouvelle vague qui arrive, il y a 7 millions de personnes qui risquent de l'avoir. Sur les 7 millions, il y aura peut-être 2 millions qui seront vaccinés. Sur ceux 2 millions de vaccinés, il y aura probablement des formes graves. C'est la loi du nombre fait que vous pouvez avoir une forme grave. Donc voilà pour ce qui se passe en Israël. Alors, en France, là j'ai pris au 5 juillet. Au 5 juillet, nous avions New Case 796 cas. Au 5 juillet, et 2353 cas par jour, en moyenne sur les 7 derniers jours. Et quand vous voyez au 7, attendez, 5 juillet, au 7 juillet, donc 2 jours après, vous avez 4081 cas par jour et 2700. C'est-à-dire que vous voyez que l'augmentation du nombre de cas en France est assez explosive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Olivier Véran a dit de manière très claire, hein, nous allons avoir nous pouvons avoir une quatrième vague. Bon, tout le monde, on s'attend tous maintenant à la quatrième vague. Hein. Depuis déjà une semaine, 10 jours, on dit que la quatrième vague est obligatoire et va venir. Donc là, il annonce maintenant pour la fin juillet, début août, parce que en fait, ce variant Delta qui est très contagieux, eh ben, il est en train d'avancer de manière très importante en France. Et vous voyez, le nombre de patients atteint, c'est déjà 4000 par jour. On va passer vite à 8000, 10 000, 20 000. Mais vraiment, ce qui est étonnant, c'est la vitesse avec laquelle le gouvernement pense que ça va se développer. C'est vrai que s'il est 5 fois plus contagieux que l'anglais, qui était 5 fois plus contagieux que l'original, on va arriver à 10% de la population assez rapidement et la vague va passer. Et il faut faire attention, bien se protéger, et nous avec. Protégeons-nous bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en France au niveau du nombre de morts ou du nombre de... Bien sûr, puisque la vague est en train de reprendre, si vous voyez, elle n'a même pas été amortie. Hein, la vague, quand vous la voyez, elle n'a même pas été amortie qu'elle repart. Donc vous voyez, à peine amorti, elle repart, et ben là, à peine amorti, le nombre de morts, bon lui, il baisse toujours, mais on sait aujourd'hui que même si le nombre de morts baisse toujours, on sait que la tension sur les hôpitaux a repris depuis quelques jours et que de nouveau, ils admettent des patients à l'hôpital, aussi bien en soins de surveillance qu'en réanimation. Donc la reprise de l'épidémie en France est là, donc faites attention, je sais qu'il y a un très très gros relâchement. J'ai vu moi-même, parce que par ma propre activité, on a repris quelques réunions professionnelles, alors elles se font dans des restaurants qui sont clos, à l'intérieur. Moi j'ai du mal, vous avez du mal quand vous êtes le seul, à répondre, le seul à ne pas vouloir rester, c'est compliqué, on ne peut pas partir, il y a quand même plein de médecins. C'est compliqué hein, parfois dans ces réunions-là de faire l'antipathique et de dire non, moi je reste pas, c'est un endroit fermé. Bon, c'est un sujet problématique et c'est pour ne pas garder pour un dîner le masque.
Donc faites attention, choisissez bien les endroits où vous sortez, choisissez bien les endroits où vous allez dîner, restez bien en terrasse, portez bien vos masques, faites attention, la France n'est pas safe pour l'instant. On a au contraire, on a trop vite de relâcher. On avait dit la dernière fois, est-ce que c'est pas trop rapide tout ça? Ben, en fait, c'est pas que c'était trop rapide, c'est que c'est le variant anglais qui est le variant Delta qui est venu par les gens qui sont rentrés en France. C'est pas, il n'est pas né en France, hein, puisqu'il est né en Inde, est parti en Angleterre, s'est développé et est revenu par tous ces gens qui traversent la frontière. Donc pour vous, alors pour les vacances, c'est un peu problématique. Moi, je vous avoue que pour les vacances, finalement, j'ai décidé d'aller dans le sud, mais surtout dans les terres. L'année dernière, j'étais à Cannes, cette année, je suis dans les terres. Euh, Pas loin de Saint-Tropez quand même, parce que je veux bien être dans les terres, mais je veux pas être à l'enterrement, je veux pas m'enterrer, donc pas loin de Saint-Tropez quand même, pour pouvoir quand même passer de bons moments. Mais voilà, vous savez qu'à Saint-Tropez l'année dernière, ça a été un grand cluster qui est parti de Saint-Tropez, qui a été jusqu'à toute la côte, Cannes, et puis jusqu'à Menton et tout. Donc ça a été terrible l'année dernière. J'espère que cette année, ce sera moins catastrophique, que les gens, surtout s'il y a une reprise économique et reprise virale fin août, fin juillet, que les gens feront attention. Sinon, voilà, faites attention à vous. Donc moi, j'ai choisi un endroit un peu plus prudent que l'année dernière, parce que l'année dernière, j'étais à Cannes, en plein centre. Cette année, je suis un peu en retrait, bon, autour d'une ville agréable, c'est sûr, mais je ne suis pas du tout au centre, je suis dans un hôtel un peu retiré, vraiment, où il n'y a que de l'air, il n'y a personne, enfin bon. Voilà. Donc, non, venez tous à Saint-Martin. Michel, Saint-Martin, il y a 15 jours, ça allait pas très bien. Hein, vous étiez enfermés. Michel Osé qui nous dit venez tous à Saint-Martin. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hein. Le problème de ce virus, c'est que vous pouvez jamais prévoir. Ça se trouve, si je prends mon billet d'avion pour Saint-Martin dans 15 jours, ils peuvent nous fermer Saint-Martin. On va pas recommencer. C'est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut prendre un endroit sûr où vous êtes sûr. Même mes copains qui vont à Ibiza, qui vont à Marbella ou qui vont je suis même pas sûr qu'ils vont au Portugal. Je suis même pas sûr qu'ils pourront y aller. Peut-être que demain on leur dira qu'on ne pourrait pas y aller et ils seront bouclés chez eux. Hein. Donc c'est pas évident de choisir la destination de vos vacances. Moi j'ai fait voilà Nicole Benamour, Ramatuelle, c'est là où je vais aller. Exactement, Cogolin, sympa. C'est exactement ça. Voilà. Bon, donc voilà pour cet été. Faites attention à la destination, faites attention. Alors la Tunisie. La Tunisie, c'est pas bon, hein, c'est pas brillant du tout. Voilà la courbe. La courbe au 10 juillet, vous voyez la courbe au 10 juillet, ils sont à 9000 cas par jour. 10 000 cas par jour, vous savez, c'est énorme parce que c'est un pays qui a 12 millions d'habitants. Il y a 10 000 cas par jour, mais le problème surtout, c'est que c'est l'effondrement du service public, du service hospitalier en Tunisie. Ils sont complètement débordés. Et c'est vraiment un grand problème. Il manque de tout. Les hôpitaux sont complètement surchargés. Les gens, en plus, ils arrivent à l'hôpital pour un malade. Toute la famille se déplace pour amener le grand-père à l'hôpital. Et ils rentrent à 7 et 8 dans l'hôpital. Et ils tombent tous malades puisqu'ils se contaminent de l'hôpital. Et ils ressortent, ils vont chez eux, ils recontaminent les copains. Et donc, ça fait comme ça, boule de neige. Et il y a vraiment une explosion complète. Alors, le gouvernement a fermé les villes. On peut plus se déplacer d'une ville à l'autre. Les Tunisiens font des efforts énormes. On est à 608 000 patients vaccinés sur une population de 12 millions d'habitants. Donc vous voyez que le taux de vaccination est très faible. Donc quelle est votre arme si vous n'avez pas été vacciné? Et puis je vais vous dire, ma copine Sandra Turki, que vous connaissez très bien sur ce groupe, je l'ai eu au téléphone avant-hier, elle me disait que hospitalisés, il y a même des malades vaccinés 2 fois du Pfizer qui sont hospitalisés, mais que la majorité des patients qu'elle a dans ces lits d'hospitalisation, puisqu'ils ont maintenant toute une aile entière qui est remplie de Covid, 3 étages du nouveau bâtiment de l'hôpital d'Amarsa qui est rempli de Covid. Au rez-de-chaussée, c'est les malades qui peuvent être en observation, et plus ils sont graves, plus ils montent pour finir à la réanimation. Et donc, il faut faire attention. La seule arme que vous ayez, si vous ne pouvez pas vous faire vacciner, c'est de vous protéger. Et puis même quand vous êtes vacciné, il faut vous protéger. Il faut essayer de sortir le minimum, faire le minimum de rencontres et avoir toujours un FFP2. Essayer de diminuer les rapports avec les autres personnes. Il faut reprendre les gestes de base, le gel, les masques et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de choses que vous puissiez faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une énorme mobilisation dans le monde des médecins tunisiens.
Tunisiens, il y a toute la diaspora tunisienne s'est mobilisée. Il y a une très très grande mobilisation. Moi, je suis contacté de partout. Tous les médecins tunisiens se mobilisent. Et il y a beaucoup de médecins au Canada, de médecins tunisiens. Ici, il y a l'association des médecins tunisiens de France qui a récolté d'énormes dons et qui a envoyé vraiment des concentrateurs d'oxygène qui se mobilisent. Beaucoup de gens se mobilisent. Je sais que la Tunisie recherche des vaccins de partout. Ils ont demandé des vaccins. C'est difficile d'en trouver puisque vous voyez que tout le monde essaie d'en avoir pour soi-même. Donc c'était vraiment un peu problématique cette histoire en Tunisie. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont vraiment, en France en tout cas, la diaspora tunisienne est en train de faire un gros effort pour les aider. Mais malheureusement, les besoins sont énormes. Il faut des lits de réanimation, il faut il faut des machines des respiratoires de réanimation, il faut des perfusions. Les besoins sont énormes. Et alors, par exemple, le Canada avait proposé des 9 lits de réanimation pour envoyer en Tunisie, mais ça ne peut pas se mettre dans un lit, ça ne peut pas se mettre dans un avion, donc il faut affréter un bateau, et le bateau les mettre dans des containers. Enfin bon, ça prend un temps fou. C'est comme la vague, j'espère que dans 10 jours, ça va s'arrêter quand même. Ça ne va pas être la vague de l'année. Enfin bon, quand même, il ne faut pas exagérer. Je veux bien que les gens ne fassent pas attention, qu'il y ait eu au début un déni de ce Covid et que pensaient que ça n'allait jamais arriver, mais quand même maintenant les gens sont conscients. Donc j'espère que ça va s'arrêter, qu'on ne va pas rester. En tout cas, sachez quand même que la Tunisie n'est pas seule et qu'il y a beaucoup de gens, que tous les Tunisiens de l'étranger sont très mobilisés. Moi, je vois sur Facebook chacun qui demande est-ce que vous savez aussi qu'on peut acheter un concentrateur d'oxygène. Le problème, c'est que le concentrateur d'oxygène à 5 litres qui sert pour la maison, eh ben, c'est pas suffisant pour eux, parce qu'ils veulent des concentrateurs à 10 litres, parce que comme ils ont pas beaucoup de place dans les hôpitaux, ils veulent des appareils plus puissants, parce que si jamais ils doivent rester à la maison, se faire suivre par leur généraliste ou leur pneumologue, ils aient de quoi au moins se faire oxygéner de manière convenable. Donc c'est un peu la pagaie, c'est un peu la panique, et c'est vrai que les gens sont un peu paniqués, et que les gens commencent à avoir très peur, mais bon, il faut tenir, il faut faire attention. Vous savez, on est passé par là au mois de mars, pendant 2 mois, on a eu une peur bleue au mois de mars, on sortait d'ailleurs pas de la maison, et ben ne sortez plus de chez vous si vous n'êtes plus obligé de sortir, essayez de rencontrer le minimum de gens, et puis tout devrait aller, parce que vous savez, la vague, ça ne dure qu'un temps, hein, ça ne va pas durer longtemps. Là, ça fait maintenant 10 jours que vous y êtes, ça va durer encore une semaine, et puis ça va baisser, et quand ça baisse très 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 vite. Et ce que j'espère juste, c'est que tout ce qu'ont réalisé vos compatriotes à l'étranger, ça arrive à venir en Tunisie pour vous aider, pour amener le maximum de matériel, parce que la situation est vraiment catastrophique et c'est vraiment... on ne pensait pas qu'un jour on en arriverait à ce stade avec ce Covid. Ces images que l'on voit en Tunisie, c'est les mêmes images qu'on avait vues en Inde. C'est les mêmes images qu'on avait vues au Portugal, c'est les mêmes images qu'on avait vues en Italie, c'est des images qu'on avait vues en France aussi, mais beaucoup moins en France, mais même en Italie, on avait vu ces gens au Portugal dans leur voiture avec les bonbonnes d'oxygène, et ben c'est ça ce qu'on voit là-bas. C'est ça ce qui est malheureusement c'est en train de passer en Tunisie comme c'est passé dans beaucoup de pays. Ce n'est pas une particularité tunisienne. Ne croyez pas que les Tunisiens ça a été plus mauvais que les autres, mais ils sont tapés par la même force que les autres. Et ben ils ont la même épidémie que les autres. Ces images vous pouvez les extrapoler au Portugal, en Inde, en Chine quand ça a commencé, en Italie, ces images affreuses et ces images qu'on voit partout et qui ont fait le tour du monde. Malheureusement, maintenant, elles sont en Tunisie. Eh bien, faites attention à vous, protégez-vous, sachez que vous n'êtes pas seul, que beaucoup de gens essaient de vous aider, de France et d'ailleurs, surtout au Canada. Beaucoup d'associations d'anciens Tunisiens au Canada, et donc qui essayent de vous aider, mais le Canada c'est loin, c'est plus facile un truc. Alors ils essayent de transformer leurs dons en argent. Ils cherchent des vaccins. Je sais qu'ils sont partis voir le gouvernement, le Parlement canadien pour avoir des vaccins, mais bon. C'est un peu dur d'avoir des vaccins en ce moment pour tout le monde. Bon, donc voilà. Par exemple, la France, elle a proposé de l'argent pour les aider. Ils auraient mieux fait de leur donner les 3 millions de doses d'AstraZeneca qu'ils n'utilisent plus. Ça aurait été plus intelligent parce qu'il vaut mieux faire de bons AstraZeneca qu'on voit en Angleterre que ça protège bien. Parce que les Français, on est des enfants gâtés. On ne veut pas d'AstraZeneca, alors qu'il y a 3 millions de doses, donnez-les à la Tunisie. Ça sera la moindre des choses. Puisque les Français qui sont des enfants gâtés,
Comme moi, hein, on veut Pfizer, et on veut, bon, bref. Et on veut pas se faire vacciner, on ne veut pas des antivax. Ceux-là, ils veulent pas se faire vacciner. Bon, enfin, voilà, donc, voilà, ce serait mieux de donner des vaccins qu'ils ne veulent pas utiliser. Je pense qu'ils vont avoir des Johnson Johnson. On leur a promis 3 millions de Johnson Johnson, mais ça tarde à arriver. Tout tarde à arriver. Faites attention à vous et bon courage. Alors, on va parler un peu de variants, des variants et des vaccins. Et puis, on a Michel Bensadoun qui voulait avoir un coup de gueule. Donc, je vais parler 2 minutes de trucs. Et puis après, je ne sais pas comment l'inviter. On verra tout à l'heure. Bon, il faut que Michel, si tu m'écoutes, demande. Tu sais, il y a un petit bouton où il y a deux trucs avec une petite télé. Donc, tu appuies dessus et là, tu vas demander de passer. Salut Joël Haddad, comment vas-tu? Tu vas bien? Voilà. Bon, alors le variant et les vaccins. Alors le variant, vous savez, ce variant, ce fameux variant Delta, celui dont on parle maintenant, il est terrible et il n'arrête pas de se développer, il n'arrête pas de. Oui, je veux bien t'inviter, Michel, mais il faut que tu le demandes par la petite lucarne là, où il y a en bas, où il y a les deux petits bonhommes. Voilà, donc variant epsilon de Californie, me dit-on. Alors c'est normal qu'il y ait des variants, je vous l'ai expliqué dans des différents lives. Plus le virus circule, pourquoi il faut faire arrêter de circuler le virus? Plus le virus circule, plus les gens sont ou vaccinés ou l'ont eu, plus il va se trouver confronté à une résistance pour pénétrer dans un corps, plus il va essayer de changer pour pénétrer dans le corps. Sachez que les virus sont des organismes intelligents. Quand ils trouvent une résistance, ils abandonnent pas, ils changent, ils mutent, ils essayent de rentrer. Et donc c'est normal, quand vous avez un pays où vous avez une forte population de contaminés, ça a été le cas de l'Inde, où il y avait pratiquement une immunité collective, il s'est créé le variant Delta, parce qu'en fait, il a réussi à se transformer pour rentrer dans le corps. Le virus est un organisme intelligent, il va changer. Donc vous êtes là, on est E epsilon en Californie, mais peu importe de l'epsilon, le delta, un truc, il va y avoir des variants, c'est obligatoire. Plus les gens seront vaccinés, plus les gens l'auront eu, et plus il va y avoir des variants. Je vous l'ai dit 100 fois, donc ne vous inquiétez pas qu'il y a le variant delta et le variant epsilon. Mais c'est normal, c'est naturel, c'est la vie normale du virus et d'une épidémie. C'était impossible que le même virus soit du début à la fin, sinon l'épidémie serait tarie, il serait mort. Donc, c'est pas s'inquiéter. Voilà, Eric Azouz qui me dit c'est le virus débat epsilon en Californie. Mais on en a rien à foutre de ce virus epsilon en Californie. C'est comme le delta et comme l'alpha et comme tout. Ils vont muter. Ils vont muter. Le delta aussi, regardez, on a un delta plus. Un virus, c'est fait pour changer, c'est fait pour muter. Donc, il faut pas s'affoler. Il faut réagir et pas s'affoler. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ce virus D qui est plus contagieux, 5 fois plus, je le sais, 5 fois plus contaminant. Mais quand même, quand vous voyez le nombre de décès avec ces virus, vous voyez que quoi? Le taux de mortalité est nettement élevé chez les non-vaccinés. Quand vous êtes vacciné avec 2 doses, vous avez 0,26 décès pour 100 000 personnes. Quand vous êtes vacciné à une dose, vous avez 1,41 décès pour 100 000 personnes. Et quand vous n'êtes pas vacciné, vous avez 4,89 décès pour 100 000 personnes. Donc ça, c'est les études qui sont sorties en Angleterre aujourd'hui. C'est les données sources croisées Public Health England. Vous voyez, NHS. C'est des données qui sont sûres, c'est des données qui sont pas discutables. C'est les dernières données de l'Angleterre. Vous savez, donc si vous êtes vacciné, il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Faites attention quand même. Mais si vous êtes epsilon, voilà, vaccin efficace, mais c'est pas vrai. Mais ça, bien sûr, il y aura toujours un autre vaccin. Je vous l'ai dit, il y aura toujours d'autres variants. Mais c'est pas grave. On se les vaccinés pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, les vaccinés sont quand même protégés. Alors, et puis pour toi, Eric, qui est l'air si inquiet de ce virus epsilon, qu'est-ce qu'ils disent les deux patrons de la biotech qui ont travaillé avec Pfizer pour réaliser le vaccin Pfizer? Les deux fondateurs, je vais vous lire, les deux fondateurs du laboratoire allemand Biotech ont indiqué dans un interview chez nos confrères des Échos être en capacité de fournir un nouveau vaccin contre le Covid dans les 100 jours. 100 jours, il faut 100 jours, 3 mois pour faire un vaccin contre le variant D. Je vous l'ai dit 100 fois, l'avantage de la vaccination ARN messager, c'est qu'il suffit de changer 3 acides aminés sur le vaccin pour le faire le nouveau variant D. C'est facile, c'est une technique qui est facilement répétitive.
Donc changer le variant. Donc c'est pour ça que la question se pose, est-ce qu'on fait un troisième injection, un rappel, ou est-ce qu'on attend d'avoir le nouveau vaccin? C'est ça la question qui va se poser. Donc un nouveau vaccin contre le Covid dans les 100 jours adapté au variant Delta. Un exploit rendu possible grâce à la technologie de l'ARN messager. Les variants du Covid, un casse-tête pour les laboratoires quant au vaccin, de moins en moins efficaces au fur et à mesure de leur apparition, mais loin d'être un problème pour BioNTech, le Pfizer. Pourquoi ils sont de moins en moins efficaces? Je vous l'ai dit aussi, quand vous avez un variant I original, la première grosse mutation, ça a été le variant anglais. Donc, quand le vaccin, il a été fait sur l'original. Quand vous avez le première modification, le variant indien, le variant anglais, il s'est éloigné, c'est plus le même que l'original. Il a encore changé, il est devenu variant D, indien. Donc il est encore plus différent. Plus le variant mute, plus il s'éloigne du virus original, et moins le vaccin va être efficace, c'est évident. Donc quand Eric Rezouz, il nous dit « Oui, le variant Epsilon, c'est 30%. » C'est normal, s'il est très éloigné du premier, on va être de moins en moins efficace. Mais les gens ne restent pas là assis sur leur fauteuil en attendant que l'Epsilon, ils arrivent. Ils réagissent, il y a des gens qui travaillent. Il y a des chercheurs qui cherchent. Pas en France peut-être, mais en tout cas à l'étranger. Et les gens se réveillent. Ils ne sont pas là à attendre que l'Epsilon arrive sur la tête et qu'on crève tous. Donc n'ayez pas peur. Ne soyez pas comme ça affolés parce que vous avez lu un Epsilon qui est arrivé. On n'a rien à faire d'Epsilon. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, la biotech allemande a annoncé à travers ses deux fondateurs, je vais donner leur nom parce que c'est des hommes dans le nom, et un homme et une femme dans les noms restera dans l'histoire. Et il faut pouvoir le dire, c'est Ugur Sahin et Özlem Türeci. Vous savez que c'est deux Allemands d'origine turque qui ont créé le laboratoire BioNTech. Et donc, il faut leur reconnaître aujourd'hui leur mérite et les féliciter. Dans les interviews données à nos confrères Les Échos, être en mesure d'adapter son vaccin aux différentes souches du virus pour en produire un nouveau en 100 jours. Donc, je vous l'ai dit depuis le temps que je vous le dis, d'autres vaccins seront créés rapidement. N'ayez pas peur, ne vous affolez pas. Tout ça est suivi. Alors, et de rappeler tout d'abord que le vaccin Pfizer-BioNTech est bel et bien efficace contre les différents vaccins existants. Notre vaccin fournit 2 couches de protection. La première est assurée par les anticorps neutralisants qui se lient au virus et l'empêchent de pénétrer dans nos cellules. Cette couche est cruciale pour prévenir l'infection. La deuxième couche, donc 2 couches de protection, la deuxième couche est fournie par les cellules T, c'est l'immunité cellulaire. C'est pour ça que ceux qui dosent des anticorps, qui sont anxieux, j'ai pas d'anticorps, eh ben il y a l'immunité cellulaire. Vous avez les cellules T, les cellules K, qui sont les cellules killers. Une immunité ne se fait pas seulement avec des anticorps, elle se fait avec des anticorps, mais aussi avec des cellules. Et des cellules T, tueuses, killer en anglais. Une couche de la deuxième couche donc de protection est fournie par les cellules T, une couche de protection très sophistiquée, explique ainsi Ugur Sahin, et de poursuivre. Si le virus parvenait à pénétrer dans les cellules et à provoquer une infection, les différents lymphocytes T arrêteraient sa propagation et tueraient les cellules infectées pour prévenir les cas graves. Donc n'ayez pas peur, les cas graves seront prévenus si vous avez été vacciné. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour ceux qui sont vaccinés, ne vous inquiétez pas trop, il faut faire très attention dans la masse. Bien sûr, certains vaccinés feront des formes graves, peut-être que certains vaccinés mourront, comme c'est probablement le cas en Tunisie, mais c'est un effet de masse. Mais si vous êtes vacciné, vous avez quand même, et 50 ans, vous avez 5 fois moins de chances, ou 50 fois moins de chances de mourir que si vous n'êtes pas vacciné. Les chiffres sont là, ils sont sortis par l'Angleterre, et ça c'est des chiffres officiels. Donc moi je pense que vient se poser le problème là maintenant de la vaccination. Est-ce qu'elle doit être obligatoire ? Est-ce qu'il faut vacciner les soignants? Est-ce que notre président va nous dire ça? Je vais essayer d'inviter Pierre Zeytoun, excuse-moi Pierre, pas Pierre, Michel Bensadoun qui voulait avoir un coup de gueule. Je vais voir si je peux l'inviter. Alors, une seconde. Demander. Alors, Michel, tu peux me demander
Alors, je ne sais pas comment on fait. Demande Michel à être invité. Tac. Parce qu'il avait un petit coup de gueule à pousser. Il n'est pas à Paris en ce moment. Je ne sais pas s'il me regarde toujours. C'est quand on le cherche qu'on ne le trouve pas, bien sûr. Bon, voilà. Alors, quelqu'un a demandé. Je ne vois pas le bouton, il est dommage. Non, c'est Claude Waki qui m'a demandé à intervenir. Claude, je suis désolé, je vous aime bien, mais c'est Michel. Il y a un petit bouton à côté de truc pour renverser l'image et pour mettre la lumière. Il est là sans le bouton. Bon, bah dommage. Salut Sandrine, comment vas-tu? Les enfants de 12 ans, on les vaccine. Moi, pour l'instant, j'attendrai les enfants de 12 ans. Je les vaccinerai quand ils veulent voyager tout seuls, à partir de 16, 17 ans, quand ils commencent à voyager, je les vaccinerai. 12 ans, je trouve que c'est un peu petit. Moi, je fais des vaccins pour des raisons médicales et pas pour des raisons sanitaires. Là, on veut vacciner nos enfants de 12, 13, 14 ans, 15 ans pour des raisons sanitaires, pour faire une immunité collective. Moi, je ne crois pas que ce soit aux enfants de payer l'immunité collective que les antivax ne veulent pas faire. Donc, moi, je ne vaccinerai pas mes enfants 12 ans. Je suis désolé. D'ailleurs, le professeur Cohen j'ai suivi l'avis du professeur Cohen, hein, puisque c'est le professeur Cohen qui a dit ça, qui n'avait pas vacciné ses enfants de 14 ans. Donc, vous voyez, allez, Michel Sadoun. Allez. Alors, Michel va arriver. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Voilà, il est là. Voilà. Michel, Bon, il avait un coup de gueule. voilà. Bonsoir Gilles, bonsoir tout le monde. Bon, ben écoute, j'ai écouté avec attention ta. Et où d'abord? Alors écoute, là, je suis à Bucarest. Oui. Alors, je suis dans le même hôtel qu'a été l'équipe de France, tu vois. Ça leur a Oui. pas porté chance. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, voilà un peu la ville, hein. Je suis dans ma chambre. Donc là, il y a une vue Ah, sur la magnifique. télé qui est l'Opéra, qui est un bâtiment ancien. De la ville. Et écoute, pour l'instant, Roumanie, ça a l'air d'aller bien. C'est un pays qui fait 20 millions d'habitants et il y a à peu près, aujourd'hui, il y a à peu près 50, entre 20 et 50 cas par jour. Donc, on va Ah, dire relativement bas. Donc, pour l'instant, la situation est sous contrôle. On a à peu près les mêmes restrictions qu'en France ici. Et les gens, globalement, on va dire que c'est à peu près le même niveau de respect qu'en France, quoi. C'est-à-dire 8 sur 10. Voilà. alors, qu'est-ce que tu avais à nous dire? Alors, écoute, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est vrai que, comme tu sais, ma spécialité, c'est la communication. Et en ce Bien sûr. moment, on souffre beaucoup. On souffre beaucoup parce que, bon, je pense qu'on a des vraies raisons d'être inquiet, hein. Tu l'as dit, il y a quand même ce variant Delta qui arrive et qui nous fait souci. Les gens se posent beaucoup de questions. Et en fait, je voudrais simplement et très rapidement rappeler les 5 niveaux d'information. Alors, le niveau 1, je devrais peut-être même dire le niveau 0, c'est l'ours qui avait eu l'ours qui avait eu l'ours, pour reprendre l'expression de Gilles. Donc voilà, moi j'ai pris ce traitement, c'est super efficace. J'ai le fils de ma voisine qui a son copain qui a eu telle complication. J'ai eu Le ma cousin. voisine, elle a fait une embolie pulmonaire 3 jours après le vaccin. Bon, alors euh, c'est des informations qui sont la plupart du temps non vérifiables, qui sont très impactantes parce que ça impressionne quand c'est quelqu'un qu'on connaît, mais il faut quand même garder un peu à l'esprit la notion globale. Donc c'est vrai que ça n'a pas une grande valeur. Le deuxième niveau, c'est l'information. C'est l'information qu'on a sur les médias. Alors je vais parler des médias sérieux. Je ne vais pas parler des médias qui n'en sont pas, c'est-à-dire qui sont faits. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui ne sont pas faits vraiment par des journalistes, hein. Donc des journalistes sérieux qui vont relater une information. Et souvent, les médias, hein, vous savez, sur BFM, etc., qu'il ne faut pas accuser, ils font leur job. Mais ils veulent faire de l'audience. Donc c'est souvent des informations qui sont réelles, mais qui frappent l'esprit. Là, par exemple, on a eu le cas dans le groupe d'une information d'un enfant vacciné qui aurait été contaminé par ses parents eux-mêmes vaccinés et qui aurait contaminé 38 personnes dans une école. Donc, bon, ça, c'est des informations évidemment qui effrayent. On se dit, donc ça veut dire que le vaccin ne protège pas. Bon,
Alors, on ne sait pas quel est le niveau de réalité de l'information, non pas qu'elle soit fausse, mais ça demande des enquêtes épidémiologiques. Est-ce que c'est vraiment le gamin? Quel variant? Enfin, tout ça, on n'a aucune donnée. Le troisième niveau, c'est le niveau ce qu'on appelle l'observationnel. Ce sont les études observationnelles. C'est des études qui sont faites souvent quand même par des scientifiques ou des médecins, où on recueille des données brutes et on va se rendre compte de tel ou tel élément. Voilà, on va faire 1000 prélèvements, on va avoir tant de personnes contaminées, parmi ces gens-là, des gens vaccinés. Le gros intérêt de ces études observationnelles, c'est qu'elles sont très rapides et qu'elles permettent d'avoir des alertes. Tiens, il y a un truc là qui ne va pas. Mais ensuite, elle demande d'être prouvée. Donc le niveau supérieur, c'est la preuve. C'est-à-dire, c'est une étude, par exemple, dans une étude observationnelle, on va avoir des groupes, mais qui ne vont pas être comparables. Donc on ne peut pas comparer des groupes de gens qui vont être, par exemple, très âgés avec des jeunes, etc. Donc après, il y a l'étude, on va dire, la vraie étude médicale, et après, il y a la méta-analyse qui sont voilà, des études. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les études, les vraies études, elles prennent énormément de temps. Or, les gens, ils veulent des réponses tout de suite. L'immunité, elle va durer combien de temps? Est-ce que les vaccins ils sont efficaces sur les variants? Est-ce que j'ai fait une première dose AstraZeneca? Est-ce que je peux faire une dose Pfizer, etc. Des questions qu'on a tous les jours en centre de vaccination, sur le groupe, et je pense que tous les médecins en consultation. Et malheureusement, on a peu d'éléments parce qu'on a, en tant que médecin, c'est très compliqué de répondre lorsqu'on n'a pas des preuves. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit tous raisonnables et qu'on soit capable de hiérarchiser cette information et de ne pas tomber dans la panique. Il y a lieu d'être inquiet, mais il n'y a pas lieu d'être dans la panique. Donc voilà moi ce que je voulais dire ce soir. Ok, Michel, c'est entendu, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est exactement ce que j'ai dit. Il faut être inquiet, mais il ne faut pas paniquer. C'est un variant qui est arrivé, il est comme l'anglais quand il est arrivé, ça nous avait effrayé. On est arrivé à passer le cap de l'anglais. Je pense j'espère en tout cas avec la grâce de Dieu et avec nos propres précautions, Pas le parce qu'il faut passé. compter sur le bon Dieu, il faut compter sur vous-même, il faut faire attention, il faut garder ses précautions, il faut garder ses gestes barrières et surtout ne pas laisser les choses aller comme ça. Je voudrais quand même faire une remarque. Ethan Marks, le médecin qui est avec nous, l'Ethan Marcino, a mis sur le groupe un post. Comment est-il possible? Dans ce post, il dit que un quart des personnes diabétiques ne sont pas vaccinées. Comment cela est-il possible? Un tiers des patients présentant une obésité morbide ne sont pas vaccinés. Comment est-il possible? Vous savez que quand vous avez un diabète ou une obésité, vous allez mourir. Un quart des personnes souffrant de trisomie 21 ne sont pas vaccinées. Or, on sait que c'est des victimes du Covid. Et un quart des patients souffrant d'insuffisance cardiaque ne sont pas vaccinés. Quand vous voyez ces chiffres, mais là, il va venir, le variant Delta, il va se régaler. Il a de quoi faire un malheur. Mais il a une population, un vivier de population à envahir, mais c'est énorme. Moi, Comment? moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que bon, on est tous dans ce groupe, en tout cas parmi les médecins convaincus de l'intérêt de la vaccination. Je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui avec ce variant Delta. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, et ça va tout à fait dans le sens que tu as dit, je viens de poster là au début de ton intervention un petit post d'actualité sur les vaccins et sur la troisième dose avec des références biblio. Donc je pense que là, de toute façon, il va y avoir une grosse pression de la part des politiques pour la vaccination parce que je pense que si on veut s'en sortir, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Voilà. Donc, vous savez que se pose la question maintenant de la vaccination obligatoire pour les soignants, aussi bien dans les EHPAD que dans les hôpitaux. Ça va être un grand sujet aussi de discussion. La France adore discuter, on va en discuter des jours et des jours. Et aussi, vous savez que les médecins généralistes et les médecins traitants vont recevoir la liste. Le CNIL a autorisé qu'on reçoive la liste de nos patients qui ne sont pas vaccinés, de manière à les inciter à vacciner. Ça, j'aime pas trop, mais enfin, voilà, donc des mesures, on sent un peu que les mesures coercitives arrivent, pas toujours très bon. Vous savez que ma liberté commence là où s'arrête, enfin, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre.
Donc c'est aussi valable pour les antivax que pour nous. Nous, les antivax ne se vaccinent pas, mais quand tu ne te vaccines pas, tu empêches ton voisin de voyager, d'avoir une vie normale, d'avoir une boîte ouverte. Parce que comme tu disais tout à l'heure, quand quelqu'un est positif dans une boîte, on ferme la boîte. Donc quand tu n'es pas vacciné, tu empêches la liberté de l'autre, mais aussi obliger quelqu'un de se vacciner, c'est compliqué. Donc c'est un sujet qu'on laisse pour les politiques. Nous, on ne peut que conseiller de manière amicale à nos amis et nos membres et à ceux qui nous écoutent de se faire vacciner. Et en tout cas, s'ils ne seront pas vaccinés, soyez très très prudents, ne relâchez pas la prise, tout ça n'est pas encore fini. Voilà Michel, je suis content de ton coup de gueule parce qu'on voit les deux sens. Merci de m'avoir invité, Gilles. Hein. Mais c'était un grand plaisir, toujours renouvelé de t'avoir. Et puis pour tout le groupe, passez une excellente semaine et une bonne fête, bonne fête du 14 juillet pour tout le monde. Et puis ensemble, nous sommes plus forts. Allez, salut tout le monde et attention à vous. Bonsoir. Ensemble.